Franchement, chers âmes, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est parce Covid maintenant qui va nous faire flipper. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, Michel Deseille, historien spécialisé dans l'ésotérisme. Il est né à Boulogne-sur-Mer en 1950 et après une carrière d'enseignant, il devient auteur et se consacre à la préparation de conférences qui lui permettent de transmettre 40 années de recherche dans l'ésotérisme. Depuis son plus jeune âge, il s'intéresse aux histoires mystérieuses comme les continents disparus, les pyramides, les cathares ou encore les templiers, et aussi la tradition primordiale avec un T majuscule, la tradition, doctrine pour laquelle il a consacré de nombreuses conférences. On va aujourd'hui parler de prévisions astrologiques mondiales. Ces prévisions, je les ai retrouvées sur sa chaîne YouTube Michel Deseille, D-E-S-E-I, 2 L-E. Ce sont 3 de ses dernières vidéos qui s'appelaient Enseignement ésotérique, première et deuxième partie, mais aussi Enseignement ésotérique sur la doctrine des cycles. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces émissions sur sa chaîne YouTube, surtout si vous voulez en savoir un peu plus sur votre astrologie personnelle. Là, on va plutôt parler de prévisions astrologiques mondiales. La décadence cyclique des temps est marquée par les grands aspects astrologiques mondiaux. Il ne s'agit pas d'astrologie classique, mais d'une astrologie en rapport donc avec la traduction et sa symbolique. Donc la première question que je vais poser à Michel, c'est un avant-propos pour cette émission qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre ce qui va se passer après, vous auditeurs, auditrices. Michel Deseille, votre enseignement nous conduit à comprendre que tout est cyclique et que ces cycles se déroulent sur 4 périodes. Est-ce que vous pourriez nous définir ces 4 périodes ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, Joël, merci de m'inviter dans votre émission et sur votre radio. Très honoré d'y participer, bien entendu, et de répondre à ces quelques questions sur l'astrologie mondiale pour 2022. Bon, la tradition primordiale dont vous venez de parler a une base très importante qui est la doctrine des cycles. Dans l'univers, tout est cyclique. La circulation des astres autour d'une étoile, autour d'un soleil, le cycle des saisons sur la Terre, le jour et la nuit, ça fait des cycles. Donc la doctrine des cycles, disons, donne des périodes très longues. Alors il y a un système occidental qui s'appelle la précession des équinoxes. Ce sont des cycles d'environ 26 000 ans. Les cycles hindous orientaux, ce sont des cycles de 64 800 ans. Un cycle complet divisé en 4 parties inégales qu'on surnomme âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer, et qui ont une durée proportionnelle en année. La première période très longue correspondrait à un nombre 4, la deuxième à un nombre 3, la troisième à un nombre 2 et la dernière à un nombre 1. Bon, ce qui fait que la dernière est quasiment 1/10 de la totalité du cycle. Donc vous avez une symbolique des métaux dedans, puisqu'on passe de l'or au fer. Donc c'est pour ça qu'il y a une symbolique dans ces cycles. C'est bien sûr l'or est pur, inaltérable, brillant, tout ce qui s'ensuit, ce qui veut dire que la période qui y correspond est merveilleuse, paradisiaque, et que la dernière, marquée par le fer qui est plutôt terne et gris comme métal, eh bien, est une très très mauvaise période. Donc quand vous avez ce schéma cyclique, on part de quelque chose qui serait très bon au départ pour arriver à quelque chose de très mauvais à la fin. Donc nous appelons ça en Occident l'âge de fer. Et les hindous appellent ça le Kali Yuga, c'est-à-dire l'ère de Kali, qui est l'âge final du cycle et qui correspond à l'âge de fer aussi pour nous. Pour traduire en clair, pour nous les humains qui vivons à cette période, c'est une très mauvaise période. En gros, c'est une période où tout se dégrade, tout se démolit, toutes les valeurs se perdent, toutes les choses sont mises à l'envers, il y a une inversion de toutes les valeurs, on glorifie ce qui ne devrait jamais l'être, on fait passer à la trappe les maîtres spirituels qui devraient être honorés, le mensonge, la violence, la sauvagerie s'en font la une de l'actualité tous les jours, et en gros, on a perdu cet état paradisiaque du début de l'ère en question. Voilà en gros très 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 résumé ce que c'est que la doctrine des cycles. Vous remarquez aussi que dans la symbolique numérique, puisqu'elles ont une correspondance en durée de période de 4 à 1, que la dernière est relative
relativement courte, parce que justement, comme elle est terrible, il faut mieux que ça finisse le plus vite possible. En gros, quand on est dans une situation très agréable et bénéfique, eh bien, c'est très long, c'est des milliers d'années et on ne voit pas le temps passer parce que on est très heureux. Et quand c'est à la fin, regardez ce qui se passe actuellement dans l'actualité, plus vite cette situation catastrophique finit, mieux ce sera. Donc heureusement, entre guillemets, c'est court, mais c'est court, c'est quelques milliers d'années quand même. Hein. C'est-à-dire l'âge de fer dure 6400 ans. C'est-à-dire notre âge de fer a commencé à 4000 avant Jésus-Christ. Et là, quand on est en 2022, bien entendu après Jésus-Christ, on est quasiment dans les dernières dizaines d'années du cycle. D'accord. Voilà en gros pour résumer ce qu'on appelle doctrine des cycles dans la tradition. Oui, vous la résumez encore plus facilement que ça avec le chiffre 4 en disant que c'est l'enfance, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Même notre vie d'humain est conditionnée par le chiffre 4. Nous retrouvons ces 4 cycles dans la tradition hindoue. Quelle serait la raison pour laquelle nous sommes passés de l'âge d'or aux âges d'argent, de bronze, de fer, et pourquoi pas à l'inverse? Alors bon, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, bien entendu. Ça surprend toujours les personnes qui entendent ça, que c'était l'âge d'or au début, symbolisé par le paradis dans les religions. Et vous voyez bien, pour notre religion chrétienne, tout le monde sait Adam et Ève au paradis. C'était au début de l'humanité, quand Dieu créa Adam. Et puis, il vivait tranquillement au jardin qui est cultivé. Il était parmi les oiseaux, les arbres magnifiques, etc. Puis il y a eu une faute, je vous passe la faute originelle. Viré du paradis, vivant une vie absolument épouvantable à l'extérieur. Et c'est dans toutes les religions et traditions du monde. C'est-à-dire qu'en gros, l'état de béatitude, de merveille, de contact avec les dieux, les anges, eh bien, c'était au début. Et à la fin, c'est justement ce qui est perdu. On n'a plus de contact avec Dieu, avec les anges, avec quoi que ce soit aujourd'hui. On ne croit même plus en rien, vous avez remarqué, dans la religion chrétienne. Alors on se dit, mais pourquoi on va de l'âge d'or à l'âge de fer, plutôt que l'âge de fer à l'âge d'or avec une progression? On passerait les métaux dans l'autre sens, en gros. On commencerait très bas, très mal, etc. Puis on arriverait à une merveille au stade final. Alors bon, la tradition dit que le bien ne peut pas sortir du mal. C'est-à-dire qu'en gros, si c'était très mauvais au départ, on ne voit pas pourquoi ce très mauvais au départ arriverait à générer du bon à la fin. Le bon viendrait de où si tout serait mauvais dès le début? Alors que si c'est très bon, ça se dégrade. Imaginez, je vous prends des choses, c'est ridicule de parler de pourcentage, mais c'est 100% de bon au début, ça passe à 90, ça passe à 50, ça passe à 0,1. Donc là, on voit bien que c'est une dégradation. Si on prend le corps humain, on sait bien que quand on est bébé, le premier jour, on a un jour, notre corps est parfait. Au bout d'un an, on a vieilli d'un an, comme vous savez. Puis quand on a 80 ans, on a vieilli de 80 ans. Et donc, on voit bien du bon parfait au départ au catastrophique à la fin. Puisqu'on s'approche de la mort, qui est justement un changement de plan, une transition à la fin, entre guillemets. Donc, ce serait pareil pour les civilisations. Forcément, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas facilement, c'est que si c'était parfait au départ, et que c'est très mauvais aujourd'hui, comment ça se fait qu'il y a des choses qui s'améliorent? Alors, par exemple, le progrès technique. Si vous dites, voilà, le peu de souvenirs que j'ai de l'histoire, à une certaine époque, on taillait des silex, les Romains de l'Antiquité faisaient telle chose, mais ils n'avaient pas de chimie, pas de métallurgie, pas de trucs comme ça. Et puis nous, on arrive, on fait voler des avions, on envoie des satellites dans l'espace, il y a vraiment un progrès. Donc, ça serait pas bon, la conception de l'âge d'or à l'âge de fer. Alors, il faut savoir que c'est deux niveaux totalement différents. Bien sûr, le progrès technique, lui, existe. Il a lieu. Ce qui se dégrade de l'âge d'or à l'âge de fer, c'est tous les principes, toutes les choses de conscience, les choses de morale, les valeurs spirituelles. C'est ça qui passe d'un niveau pur à impur. Ce qui n'empêche pas le progrès technique, lui, d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire de partir de quasiment rien, puis à force d'expérience, d'études. Est-ce que c'est incompatible que les deux courbes aillent dans le sens inverse? Pas du tout, parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Un progrès technique et scientifique absolument hallucinant, que tout le monde même applaudit en disant la science fait des prouesses inimaginables. Par contre, le niveau moral, regardez la jungle politique, regardez la violence inouïe de certains individus, non seulement il n'y en a pas, mais ça semblait mieux se tenir avant. C'est-à-dire qu'on respectait plus de règles, de principes, de bienséance, d'honneur du temps de la chevalerie ou du temps des Grecs qu'aujourd'hui. On voit bien que tout se dégrade, mais dans les mœurs, dans la morale, dans les valeurs, et pas dans le progrès technique qui semble d'autant plus fort
que ces valeurs morales se dégradent. En gros, ceux qui nous dirigent essaieraient de compenser par de la technique, des objets, des gadgets, de l'informatique, de toutes ces choses comme ça, le fait que toutes les vraies valeurs se soient perdues, ou ont été perdues, ou volontairement passées à la trappe par des mauvais dirigeants, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui dégrade le cycle? Qu'est-ce qui fait passer de l'âge d'or à l'âge de fer, mis à part le niveau de vieillissement, parce qu'une chose est lancée au départ, qu'elle se dégrade au fur et à mesure, c'est qu'il y a le principe des forces contraires, qu'on appelle forces des ténèbres ou forces de dégradation, qui dégradent le cycle. C'est-à-dire qu'il y a une puissance cosmique, bien sûr appliquée au niveau de la Terre, qui tape un petit peu tout ce qui est pur au départ, et avec cette dégradation cyclique qui est quand même présente en nombre de milliers d'années, arrive à la situation d'aujourd'hui. Chaque âge et chaque cycle a son humanité, mais est-ce que nous sommes réellement à la fin des temps sans retour en arrière? Est-ce que vraiment ce dernier Kali Yoga fait que ça sera la fin des temps, il n'y aura plus rien derrière? Alors non, parce que comme c'est cyclique, eh bien un cycle est toujours suivi d'un autre. Pensez aux saisons, on passe l'hiver, le printemps revient, on fait des saisons, et puis bon, mis à part la Terre qui exploserait ou le Soleil qui exploserait, bon, un cycle est toujours suivi d'un autre. Donc quand vous avez un cycle de 26 000 ans qui se termine, il y a un nouveau cycle de 26 000 ans qui va arriver. Donc en fait, il n'y a pas une fin vraiment définitive, c'est de ça que les gens ont peur. Les mauvais esprits, bien entendu, insistent là-dessus en parlant de fin du monde. Fin du monde, c'est la fin de tout. Il n'y aura plus d'humanité, plus de terre, plus du tout. Quand on dit fin des temps, c'est fin d'un cycle. Bon, la tradition veut qu'après un âge de fer, on retrouve un âge d'or, un âge d'argent, on repart pour un nouveau cycle. Donc l'épreuve que nous vivons actuellement, parce que forcément ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très dur. On est à la fin du 7e cycle. Oui, parce que les hindous considèrent 14 cycles et on sera à la fin du 7e, c'est-à-dire on est dans le milieu. Et alors après, quand ces 14 cycles sont finis, est-ce qu'on refait un nouveau cycle de 14 cycles? J'en sais trop rien, certainement cosmiquement parlant, mais vous voyez, ça donne le vertige, on n'en est pas là. On est dans le milieu de 14 cycles, on est fin du 7e, donc c'est très 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 important le changement. Et c'est pour ça qu'il y a un changement. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, qui peut paraître ultra négatif, c'est en fait une épreuve pour l'humanité, pour prendre conscience de certaines choses, voir tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui va mal, tout ce qui amène le malheur des hommes plutôt que le bonheur qu'on avait promis. Parce que je vous rappelle que quand on a lancé l'idée de progrès, d'industrie, de société de consommation, c'était censé pour rendre les gens fondamentalement heureux. Maintenant, vous interrogez un homme aujourd'hui, 90% de la population qui souffre de dépression parce que rien ne va. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas aux promesses. Forcément, on est à la fin des temps. Les gens vont prendre conscience, finalement tout a changé. Quand la prise de conscience sera totale, vont rentrer dans un nouveau cycle. Pour les nostalgiques du paradis perdu, on pense qu'on va finir l'ère du poisson pour aller vers celle du Verseau. Mais est-ce que tout ça, c'est aux mêmes dates que la fin du Kali Yoga dont on vient de parler, de l'eschatologie ou de l'heure avec un grand H du Coran? Oui, bien sûr, parce que toutes les prophéties de toutes les religions, c'est très curieux d'ailleurs quand vous étudiez ça, donnent toutes les mêmes caractéristiques. Vous prenez les prophéties musulmanes, vous dire à la fin des temps, quand l'heure arrivera, l'humanité sera comme ça, les mœurs seront comme ça. Les écrits hindous, c'est exactement la même chose. Et dans les prophéties occidentales concernant la fin des temps, c'est exactement la même chose. Donc il y avait le même schéma avec des écrits qui sont très, très anciens et qui tombent à la même période. C'est-à-dire que la fin du Kali Yuga, la fin de l'âge de fer, l'heure H pour les musulmans, c'est exactement la même période, c'est la nôtre. Chers âmes, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est parce qu'au vide maintenant qui va nous faire flipper. Traverse tes peurs, ouvre ton cœur, vois la beauté des fleurs. C'est juste l'ancien monde qui se meurt. Traverse tes peurs, ouvre grand ton cœur, sens le parfum des fleurs. C'est juste en toi l'ancien monde qui se meurt. Abre tu corona, ouvre ta corona, qu'on est tous, sans exception, tous couronnés d'étoiles. On va passer donc à la première partie de l'émission. Alors nous allons aborder les prévisions astrologiques mondiales. La décadence cycliste des temps est marquée par les grands aspects planétaires mondiaux. Il ne s'agit pas d'astrologie classique mais en rapport avec la tradition et sa symbolique. Nous sommes à une période charnière de la fin de l'ère du poisson. Nous avons constaté une nette dégradation de nos conditions de vie en 2020
Et 2021, 2020, il y avait Jupiter, Saturne et Pluton qui se trouvaient en Capricorne. 2021, Jupiter et Saturne en Verseau. Est-ce que 2022 sera meilleur que les précédentes et quel sera son maître mot? Alors, le maître mot, je vous réponds tout de suite, c'est l'instabilité. C'est un jour, sur le lendemain, tout et son contraire. Donc, une sorte de stagnation. C'est dû à ce qu'on appelle en astrologie les signes mutables qui sont aller un moment dans un sens, un moment dans un autre. La caractéristique principale, c'est par exemple le poisson. Les poissons, pardon, tout à fait ambivalents. Donc, il y a aussi des années qui vont ensemble, c'est-à-dire les années 2020-2024 vont ensemble. À votre question, est-ce que 2022 est meilleur que les deux précédentes? Quand vous voyez déjà comment est commencé l'année, 2022 ne sera pas meilleur que les deux années précédentes, mais pas tout à fait pareil, les aspects n'étant plus tout à fait les mêmes. Grand aspect dont vous venez de parler, où il y avait trois planètes très importantes, Jupiter, Saturne, Pluton, conjointes. Alors pour que ces trois planètes-là soient conjointes dans le même décan d'un signe, c'est tous les temps de siècle fréquent vu la durée de circulation des planètes. Donc quand il y a des aspects comme ça dans le ciel, ça marque fortement l'histoire humaine, l'histoire de la Terre. Hein. Alors cet aspect-là est fini. Il y a deux planètes qui n'y sont plus en Capricorne, elles ont changé de signe. Donc vous avez un ciel, disons, entre guillemets, nouveau, mais tout aussi difficile. C'est-à-dire que les difficultés sont à notre ordre, mais continuent. On va rester sur le nombre 2022. Est-ce qu'il est porteur d'espoir quand on regarde tous ces deux à la queue leu-leu? Qu'est-ce que ça peut bien donner? D'après moi, rien de bien fameux, parce que bien sûr, quand on additionne les chiffres, on tombe sur le nombre 6, et le nombre 6 en symbolique numérique n'a pas tellement bonne réputation. Tout le monde connaît le 7, on dit le 7 c'est merveilleux, la semaine de 7 jours, 7 planètes traditionnelles, tout ce qui s'ensuit, en 7 c'est bon, mais 6, alors c'est pas extraordinaire. C'est à prendre avec précaution quand même, parce que chaque nombre a un côté positif, un côté négatif. Donc, alors le 6 pourrait être très positif aussi. Michel, le 6, on dit souvent que c'est le chiffre de l'ange. Le 5, c'est l'humain et le 6, c'est l'ange. Donc il pourrait être positif aussi. Oui. S'il était bien utilisé, oui. Et comme je dis toujours, le nombre 6 qui est être Vav en hébreu est contenu dans le nom de l'Éternel. Quand vous avez Yahvé l'Éternel, dans Yahvé, il y a une lettre qui est le Vav qui correspond au nombre 6. Donc si le nombre 6 est intégré dans le nom de Dieu, qui symbolise en hébreu la coordination ET, c'est une lettre de liaison, ça ne peut pas être mauvais en soi. Qu'est-ce qui est mauvais? C'est quand on refuse d'évoluer. C'est-à-dire que le mâle est très content du 6, il reste sur le 6, il ne veut pas voir le 7, il ne veut pas voir le 9, il ne veut pas voir le 12, pour bloquer un petit peu les choses. Alors quand on voit bien, donc dans la carte de tarot, qui est la carte 6, qui correspond à l'amoureux, que vous avez une sorte de blocage. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se débloquer un jour ou l'autre, mais en soi, ça veut dire le blocage. L'amoureux, c'est surtout le choix. Parce qu'il a le choix entre cette vieille femme et cette jeune femme qui sont à ses côtés. On est dans une période où on a le choix. Il faut vraiment qu'on fasse le choix en 2022. Oui, voilà. Donc, ce qui correspondrait à la situation actuelle avec les signes doubles appelés mutables dont je vous ai parlé, c'est qu'ils sont ambivalents. Il y a un truc qui va vers la droite, un truc qui va vers la gauche. On va dire quelle voie vous prenez. Et dans la carte de l'amoureux, vous avez exactement la même chose. Le choix entre ces deux personnes, alors qui symbolisent pas forcément une femme à choisir sur le plan amoureux entre une femme âgée et une femme jeune, parce que là, l'amoureux avait choisi. Mais en gros, la femme âgée symboliserait la femme responsable, sage, posée, qui maîtrise ses sentiments, et l'autre femme, bien sûr, très jeune, avec les cheveux défaits, d'une allure très, très prime sautière, symboliserait l'amour au sens sentimental. Ce qui ne veut pas dire que le sentiment n'est pas bon, hein, mais que l'amoureux doit faire la synthèse des deux. En gros, il doit pouvoir maîtriser les émotions et les sentiments. Il y a un choix à faire, bien entendu, en disant choisis une voie facile, le sentiment, et choisis une voie difficile, avec un peu plus de rigueur, un
peu plus de maîtrise, etc., etc. Donc le fait qu'il y ait deux personnes et un choix à faire montre une alternative que vous retrouvez dans la carte, que vous retrouvez dans le nombre 6, que vous retrouvez dans un signe mutable comme les poissons. Vous savez que dans le signe mutable des poissons, vous avez deux poissons dans le graphisme du signe. Vous avez un poisson la tête vers la droite et un poisson la tête vers la gauche. Alors vous dites, je flotte, là, je suis dans l'eau, dans quel sens je vais? Le poisson de droite, le poisson de gauche. On voit bien qu'on est dans un questionnement, dans un choix à faire. Et donc, au niveau de l'astrologie mondiale, on va dire l'humanité qui est très dans les poissons cette année, quel choix va faire? Dans l'amoureux, il y a quand même le mot amour, hein. Bien sûr. Le système dans lequel nous vivons est en fin de course, et comme le disait René Guénon, quelque temps avant sa mort, il disait « À la fin des temps, tout devient quantitatif ». Il disait que nous allions vers une société satanique, société où tout est inversé. Quels sont les autres signes, Michel de Selles, qui peuvent nous avertir de cette fin des temps? Alors, il y en a beaucoup. Vous avez l'inversion de toute la valeur. Le fait de considérer comme grand ce qui ne l'est pas, bon ce qui ne l'est pas, par exemple que ce soit l'économie qui domine toute la planète, alors forcément, ça tombe sous le sens qu'il faut une économie. Dans les temps anciens, il y avait de l'agriculture, il y avait de l'élevage, on n'empêche pas l'économie. Mais alors vous voyez l'importance qu'a pris l'économie aujourd'hui, les côtés financiers, tous les financiers en fait, il y a aucun chef d'État qui peut faire quelque chose dans un pays s'il ne peut pas emprunter près des banques internationales ou de la Banque mondiale ou du FMI ou de je sais pas quoi. Donc en gros ce sont les grands financiers qui font la pluie le beau temps et toujours dépend du politique qui semble un peu me traîner les pieds et obéir derrière. Et alors là le spirituel fera plus parler à la télé un chef d'une multinationale qu'on fera parler un grand maître spirituel. Et la tradition, René Guénon vous dira, mais dans l'âge d'or, c'est le maître spirituel qui dirige. Dans l'âge d'argent, c'est l'homme politique qui dirige. Et à la fin des temps, c'est la finance qui dirige. Ou alors même carrément les mafias, la pègre, tous ces milieux-là. Puisqu'on a inversé toutes les valeurs. Autre caractéristique de la fin de cycle, c'est la confusion. Qui fait quoi, qui est en bas, qui est en haut, qui est bon, qui est mauvais. On dit, un tel, il est bon, il meurt. On déballe toute sa vie, on s'aperçoit qu'il a fait tout plein de bêtises, ou c'est l'inverse, un personnage pas considéré, après dans les archives on s'aperçoit qu'il n'était pas si mauvais que ça, tout ce qui s'ensuit, je vous dis pas la confusion entre les sexes, parce que maintenant on dit qu'il ne devrait plus y avoir de genre, il ne faut pas qualifier une femme de femme, un homme d'homme, et il y aura un sexe indéterminé, ni masculin ni féminin, vous voyez où on va, et c'est une confusion totale, ne serait-ce que dans l'esprit, même si dans la pratique une femme est toujours un corps de femme, un homme un corps d'homme, mais au niveau des conceptions, on dirait qu'il faut brouiller les genres, d'où l'expression qu'il y aurait maintenant des transgenres. Quand on en est là, je vous dis pas que c'est mauvais, hein, mais quand on en est là, c'est une preuve que par rapport à un passé, disons, censé être bénéfique, il y a une dégradation. Donc il y a une confusion générale, regardez pour le climat. Il vous arrive des choses très hivernales en été, des températures de 20 degrés au mois de janvier, mais avant un hiver était un véritable hiver, un été un véritable été. Moi qui ai un certain âge, je vous assure qu'il y avait 50 cm de neige dans ma ville en janvier, il faisait 25 degrés l'été, et maintenant vous passez un mois de janvier, les températures descendent pas en dessous de 10. Donc ça a bien changé. Quelle est une caractéristique de la fin des temps? La pollution. Pourquoi il n'y avait pas de pollution avant? Parce qu'il y avait un respect de la nature, parce qu'il n'y avait pas d'activité industrielle. Dans vos vidéos, vous parlez des 3 aspects principaux de cette année 2022. Le premier aspect du carré Saturne-Uranus toute l'année. Qu'est-ce que ça va nous apporter, ce carré Saturne-Uranus toute l'année 2022? Alors c'est un aspect très très difficile parce que c'est deux planètes assez dures. Saturne est quand même la planète de la rigueur, des choses assez cérébrales. C'est la planète en gros qui est un petit peu le pessimisme en astrologie. Et Uranus c'est plutôt la rébellion, l'originalité, même la révolution certaines fois. La révolution française a été très marquée par Uranus par exemple, et la guerre d'indépendance américaine aussi. Alors quand ces deux planètes-là qui curieusement régissent les mêmes signes,
c'est-à-dire elles sont maîtres du Capricorne, maîtres du Verseau, sont en carré, c'est-à-dire en faisant entre elles un angle de 90 degrés, elles vont dans le sens contraire l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire Saturne va essayer par tous les moyens de jouer l'immobilisme, la rigueur, à nous priver d'une vie agréable et tout ce qui s'ensuit. Hein. C'est la planète de l'ascétisme, par exemple, dans les thèmes individuels. Et Uranus va vouloir tout changer, révolutionner, faire du nouveau, développer les sciences. Alors le conflit entre les deux planètes m'a fait un blocage. Justement, dans quel sens ça va? Pour l'instant, c'est le statu quo, c'est-à-dire ni Saturne ni Uranus ne l'ont emporté. Michel, pour l'instant, on a quand même ces routiers qui ont l'air de se réveiller un peu au Canada. Oui, Est-ce que oui, ça donc ferait il partie? y a des évolutions. On pense que la tendance devrait faire que Uranus finisse par l'emporter. C'est-à-dire qu'on débloque de quelque chose, que le mouvement devrait reprendre. Hein. Donc c'est possible parce que quand vous avez Uranus qui actuellement est en taureau, ben justement le taureau c'est un signe de terre, c'est à évolution lente. Donc Uranus il joue pas son rôle habituel de tout faire éclater tout d'un coup. Il est un peu figé et il faut des planètes un peu rapides comme Mars, Mercure, etc. qui le remuent un peu, qui le font exploser. Alors le jour où ça va exploser, je vous dis pas le dégât. On pense que ça se débloquera comme ça, par quelque chose d'assez violent. Donc là, tant qu'il y a le carré, on l'a eu toute l'année dernière, on l'a toute cette année. Après, il s'arrête. Une planète va beaucoup plus vite que l'autre, donc elle sort de cet angle de 90 degrés et on ne l'a plus. Alors, dans quel sens ça va aller? On retombe sur ce que je vous disais tout au début, le choix de l'humanité. Est-ce que je suis le changement? Est-ce que je me tourne vers le passé? Saturne, c'est le passé, Uranus, c'est l'avenir. Bon, alors qu'est-ce que je choisis? Bon, vous voyez bien que toutes les tendances philosophiques, politiques, etc., c'est le choix entre le passé et l'avenir. Ok. Deuxième aspect principal de cette année 2022, la conjonction unique dans la situation mondiale, Jupiter-Neptune. Conjonction unique dans la situation mondiale, Jupiter-Neptune. Pourquoi c'est unique cette conjonction? Alors unique, c'est pas unique, ça se passe qu'une fois dans l'éternité. C'est très rare comme conjonction dans ce signe-là. Bon, forcément, vous avez une conjonction Jupiter-Neptune tous les 13 ans. Cette conjonction tombe en Poisson, qui est assez extraordinaire, parce que vous voyez, Neptune fait un cycle pour tourner autour du Soleil de 165 ans. Donc quand elle est en Poisson cette année, eh bien, il y a 165 ans qu'elle était en Poisson. Non, en gros, il faut 165 ans pour revenir dans le même signe. Alors, être conjoint en même temps à Jupiter dans ce signe-là, bon, c'est rare. Hein. Alors, pourquoi c'est plus important que les autres années? En Poisson, c'est extraordinaire parce que c'est les 2 maîtres du signe. Parce que le poisson, Neptune est bien chez les poissons, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, si vous prenez n'importe quel livre d'astrologie, on vous dira les poissons, son maître est Neptune, deuxième maître Jupiter. Vous dites, tiens, les 2 planètes sont dans le signe. Donc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est très bon. Quand les planètes sont chez elles dans leur signe, elles jouent leur qualité positive à fond. Donc vous dites, voilà, Neptune en Poisson est très bien, c'est l'intuition, l'inspiration, la spiritualité, la compassion, la foi. Vous dites, Neptune est en Poisson, c'est très bien, c'est très bon. Jupiter arrive en conjonction avec elle, donc il est dans son signe aussi, donc les 2 planètes maîtres du signe se retrouvent dans leur signe, bon, elles vont frapper un grand coup. C'est pour ça qu'on dit que c'est une conjonction très très importante cette année. Alors bon, Jupiter a un côté amplificateur des choses, quand c'est positif il amplifie, quand c'est négatif il amplifie, donc il amplifie toujours, mais ça dépend ce qu'il y a au départ. Et alors la curiosité encore de cette année, c'est que Vénus va se rajouter à ces 2 planètes. Donc vous allez avoir un trio, vous allez avoir Neptune, Jupiter, Vénus dans le même 3e décan Poisson au mois d'avril. Et alors cet aspect-là, à 3, c'est encore plus rare d'avoir la conjonction des 3 planètes dans le 3e décan Poisson. Il faut je sais pas combien de siècles pour avoir ça. Donc ce sont des aspects rares, et plus un aspect est rare, plus il est marquant. Donc on a ça cette année. D'accord, donc on reviendra sur avril qui est très important cette année, surtout pour la France. Et donc 3e aspect principal de cette année 2002, le passage de Mars dans le signe des Gémeaux. Et là c'est aussi quelque chose d'assez... le passage de Mars dans le signe des Gémeaux. Oui, alors bon, c'est pas rare que Mars passe en Gémeaux, bien entendu, parce que Mars, lui, il fait le tour du zodiaque en 2 ans, donc tous les 2 ans, il passe en Gémeaux. Il y a rien d'extraordinaire, sauf l'année où il y a une rétrogradation. Alors, pour les personnes qui connaissent pas l'astrologie, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène optique vu de la Terre, ce
que bien sûr, dans le ciel, les planètes ne peuvent pas reculer. Hein. Elles ne vont pas dans le sens inverse. Imaginez le dégât cosmique si des planètes se mettaient à marcher à l'arrière. C'est un phénomène optique qu'on voit depuis la Terre, qui fait qu'une planète, justement, semble reculer. C'est qu'une planète comme Mars va être 6 à 7 mois dans le même signe au lieu de 2. Alors, quand la planète Mars traverse le Gémeaux, par exemple les Gémeaux en temps ordinaire, 2 mois elle passe, on n'a pas le temps d'avoir l'impact très fort sur le signe. Quand c'est 7 mois dans le signe, forcément, là, ça a un impact considérable. Les gens qui sont Gémeaux, ils sont Mars dans leur signe 7 mois. Donc là, forcément, ça marque l'année. Alors, Mars, justement, dans le signe des Gémeaux, c'est la communication. Qu'est-ce que ça va apporter? Comme c'est un signe de communication, c'est très bon, mais aussi on va retomber dans ce que je vous ai dit au début avec les signes mutables, c'est un signe double. Alors on communique, Mars c'est la planète de l'action, toujours donc sur le plan du signe d'air des Gémeaux, penser, donc avoir je ne sais pas combien d'idées à l'heure, combien de pensées, et la communication tous azimuts un peu avec tout le monde très facilement, mais encore une fois contradictoire. Parce que vous savez que le signe Gémeaux est double. C'est dans la symbolique Castor et Pollux, et donc il y a deux personnages. Donc un jour c'est positif, un jour c'est négatif, un jour Mars va de l'avant, le lendemain il y a une pensée contraire. En gros c'est très 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 flottant. Donc d'avoir une planète comme ça, qui bien sûr joue son rôle quand même, c'est pas négatif d'avoir Mars en Gémeaux, mais comme en même temps vous avez des planètes en Poisson, vous avez Neptune en Poisson, c'est aussi un signe de double, vous cumulez les choses doubles et vous retombez dans cette ambiguïté dont on parlait au début, qui est caractéristique de l'année, mais dans quel sens tout ça va aller? Eh bien justement, c'est qu'on ne sait pas trop, parce que c'est tellement flottant, c'est tellement ambivalent que ça peut poser des problèmes. Par exemple, on voit bien en politique, comment prendre une décision radicale qui, sur l'année, va dans le même sens. Vous voyez bien, le virus, par exemple, il part, il part pas, un nouveau variant. On prend des nouvelles mesures, on les enlève, on va en mettre d'autres. Ce qui disparaît le mois prochain. Vous dites, mais où on va? Vous entendez toujours ça, mais où on va? C'est tellement confus. Après, quand ces planètes passent dans des signes cardinaux ou fixes, c'est tout à fait le changement de décor. C'est beaucoup plus aller dans une direction. Alors, il y aurait une forte probabilité que le virus se propage l'an prochain, en 2023. Et ça, qu'est-ce qui vous permet de dire ça dans le thème astrologique? Alors là, je crois qu'il y a une erreur. Parce que j'ai fait la conférence de l'enregistrement en 21. Quand je dis l'année prochaine, c'est 2022. Peut-être un petit peu encore 2023, mais je pense qu'en 2023, ça va s'arrêter. Disons pour l'année en cours, l'année 22, on l'a encore. Parce que justement, les planètes Pluton et Neptune sont les planètes des virus. Et Neptune, qui est très très fort en Poisson, régit virus, microbes, maladies infectieuses, maladies invisibles, des tas de calamités de ce genre. En Poisson, c'est l'eau, donc un tous diffuse d'un point de vue fluidique, comme curieusement, c'est la planète de ce genre de maladie. Alors comme elle est très forte cette année, amplifiée par Jupiter, le virus ne s'arrête pas, alors qu'il y ait des formes moins graves, qu'il y ait des nouveaux variants, des trucs comme ça. C'est possible, mais c'est ce qui permet de dire que ça continue, c'est parce que Neptune elle est encore très très forte. Quand il passera en Bélier, dans quelques années, ce sera tout à fait autre chose. Dans quelques années, bon. Oui, parce qu'à sa vitesse de déplacement, alors ça ne veut pas dire qu'il faudra attendre 2026 pour ne plus avoir de virus. Ça dépend du contexte global avec toutes les autres planètes. Cette année, c'est très particulier, vu le contexte renforcé des poissons. Enfin, on a encore le virus quasiment pour l'année. Balance les ondes, on est bien enraciné depuis le cœur de la terre-mère jusqu'aux confins de la Voie lactée. Balance les ondes, on est bien enraciné depuis le cœur de ciel où nous sourit le 5e soleil. C'est moi, toi, nous, les ondes aussi, les ondes, les âmes libres d'être, d'aimer, de servir le vivant, de vivre si tu doutes, demande que te guide ton cœur, recueille-toi à la source en ton temple intérieur. Qui es-tu? En quoi tu crois? Qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crées dans ton présent pour la terre de nos enfants? Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM, IDFM 98.fr sur toute la planète Terre et même au-delà de la planète si on le veut bien.
On va aborder, si vous le voulez bien, Michel Decelles, le ciel exceptionnel d'avril 2022 et plus précisément la semaine du 24 avril et en quoi ce ciel concerne plus particulièrement la France. Alors, très très bonne question. C'est que cet aspect très particulier dont je vous parlais tout à l'heure à trois planètes qui se passe dans le troisième décan Poisson, eh bien, ces trois planètes-là, Vénus, Neptune, Jupiter, sont conjoints au mois d'avril et l'aspect le plus fort, c'est-à-dire les planètes sont plus serrées les unes sur les autres la dernière semaine d'avril. Alors, pourquoi ça concerne la France? Parce que, on ne sait pas si c'est un hasard ou pas, mais c'est que le deuxième tour des présidentielles françaises tombe le 24 avril. Mais que la présidentielle tombe là, l'élection aurait pu avoir lieu en mai. Elle tombe fin avril. On a cet aspect-là donc dans le ciel, disons, du pays. Mais il y a une deuxième chose qui fait que c'est très très important pour la France, sinon on parlerait de l'Inde ou de Madagascar, c'est que la République française est régie par une conjonction de Jupiter-Neptune. C'est-à-dire que quand il y a eu la première République en France, qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel comme aspect important? Une conjonction Jupiter-Neptune. Et dans 4 républiques sur 5, il y a une conjonction Jupiter-Neptune. Quand je dis dans 4 républiques, c'est dans le thème astral de la fondation de la République en question, dans la 5e République. En 58, vous avez une conjonction Jupiter-Neptune. Alors nous, notre République est très 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 marquée par cette conjonction. Et comme on en a eu une cette année, le jour de l'élection présidentielle, il est bien certain qu'il y a une coïncidence beaucoup trop importante pour que ce soit un hasard. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce que vous voyez déjà dans l'actualité dès janvier, février. C'est-à-dire une confusion totale au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y a un nombre invraisemblable de candidats, il y a plusieurs candidats dans les mêmes partis, les sondages y donnent un jour un tel deuxième, un tel troisième, un tel quatrième, puis le quatrième il passe deuxième, et puis en gros le résultat, avec, je vous rappelle, le contexte c'est Poisson, choses instables, choses ambivalentes, qu'on n'arriverait quasiment pas à dégager un classement net. Je vous prends un exemple au hasard, parce que ça serait extraordinaire que ça se passe comme ça, mais 3 candidats fassent le même pourcentage. Mais qui gagne et qui va au deuxième tour, qui remporte l'élection? Première République, donc c'était le 22 septembre 1792. Maintenant, on va avancer. On va aller en juin dans notre beau pays. Est-ce que vous pouvez nous parler des dates du 6, du 12, du 19 juin? C'est important parce qu'en juin, il y aura encore des élections. Oui, normalement, il y a les élections législatives donc, qui suivent les présidentielles, puisque maintenant on les fait dans la foulée. Mais vu le contexte de cette année, vu que c'est un mois en signe d'août, puisqu'en juin on sera en Gémeaux, le soleil sera en Gémeaux, donc vous avez ce contexte, situation floue, et les dates, alors je ne sais pas exactement le dimanche des législatives, donc il y a 2 tours aussi, mais le mois est difficile d'un point de vue justement d'avoir une ligne directrice, et quelque chose, ça va encore être très confus. Et puis alors les dates sont très particulières, parce que vous avez le 6 juin, alors quand vous êtes le 6 juin, eh ben, vous avez 6 et 6 pour le mois de juin, et 6 pour 2022, vous avez 6, 6, 6, 6. Donc, en gros, la marque de la bête, comme vous savez, dans l'Apocalypse, alors est-ce que ça veut dire que la bête est là au sens apocalyptique du terme? Pas forcément. Enfin, c'est très très curieux comme mois et comme date. Et si vous prenez le 12 juin, c'est 1 et 2, 3, 3 et 6, 9, et puis 6, et ça fait 15. 9 et 6, 15. Et bien 15, c'est la carte du diable en les tarots. Et si vous additionnez 1 et 5, pour le 15, ça fait 6. Dites que vous avez vu que l'année est complètement dans la nomenclature du nombre 6, vous retrouvez quand même un peu beaucoup de 6 dans ce mois de juin, car un 6 mois, comme par hasard. Il peut y avoir la même ambiance au mois d'avril, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement confus, pouvant aussi déboucher sur une contestation des résultats, sur des partis très mécontents, et peut-être des mouvements de foule. Alors, comme le disait si bien celui qui se prend pour Jupiter, la bête de l'événement arrive. Est-ce que l'été 2022 sera chaud? Oui, 2022 sera chaud, bien entendu, parce qu'il se passe encore une curiosité astrale à ce moment-là. C'est-à-dire, vous avez vu qu'en mars, avril, il y a beaucoup de planètes en poisson, c'est un signe d'eau, à un moment, il y a 5 planètes en poisson, c'est très dans une symbolique eau liquide, mouvement, c'est la mer, marée, tout ce qui s'ensuit. Et alors,
curieusement, cet été, il y a un peu plus de feu. C'est-à-dire que Jupiter, qui était en Poisson, là, comme on a vu, conjoint à Neptune, il passe dans le signe suivant. Il va passer en Bélier. Alors en Bélier, il est beaucoup plus performant, hein. Ça y va, hein. Signe de feu, une planète comme Jupiter très puissante. Imaginez ce que ça fait. Et en plus, conjoint avec Mars. Donc en fait, vous allez avoir une nouvelle conjonction, Mars-Jupiter, donc dans le signe du Bélier. Et là, on retombe dans ce que je vous ai dit au début. C'est très important que toute planète est dans son signe. Et bien Mars passe dans son signe. Elle est maître du Bélier. Étant Bélier et conjoint à Jupiter, c'est deux planètes masculines très puissantes. Alors imaginez la force de cet aspect. Donc on va passer d'un tout haut au printemps à beaucoup de feu l'été. Alors pas 100%, hein, les autres planètes sont pas un signe de feu, mais ces deux planètes-là, plus après au mois d'août, vous avez le Soleil en Lion, Mercure, Vénus, tout ça, dans le Lion, dans les mois de août, c'est très très feu. Alors qui dit feu, dit flambée, ça peut être incendie de forêt, mais ça peut être émeute, ça peut être violence, ça peut être conflit. Donc on passerait d'une période vaseuse, si j'ose parler comme ça avec l'eau, à une période là beaucoup plus percutante, énergique. On n'est pas vraiment à l'abri de conflits dans le monde avec certains pays, et à l'interne des pays de conflits sociaux. En France, il peut très bien avoir des émeutes et des pillages et des choses comme ça au mois de juin. Juillet, peut-être un peu moins, c'est les vacances, mais enfin, disons, l'été sera chaud, c'est pour reprendre votre question. Alors, on va un peu s'intéresser aux lunaisons maintenant, entre ce qui concerne les pleines et les nouvelles lunes, ainsi que l'éclipse partielle du 30 avril 2022. On retourne un peu en arrière. Ce 30 avril 2022, une éclipse partielle de lune. Est-ce que vous pouvez nous raconter la légende de Walpurgis, s'il vous plaît? C'est une légende allemande où cette nuit-là, donc c'est le 30 avril, il y a un contact étroit entre le monde invisible et le monde visible, c'est-à-dire entre notre monde et l'au-delà. Et dans la légende, les esprits des morts, les entités infernales, arrivent à la surface et contactent les humains ou essaient de s'emparer de leur âme. Donc c'est toujours une nuit maléfique qui précède de ce qu'on appelle dans les religions anciennes, dans le celtisme en particulier, la fête de Beltane, qui est le mois de mai, qui est l'entrée dans le printemps. Et alors la dernière nuit, et comme par hasard, il y a une éclipse partielle ce jour-là. Alors l'éclipse en astrologie, c'est toujours censé être quelque chose de mauvais. C'est l'anéantissement de la lumière. Oui, donc la lune se cache un peu pour permettre justement aux morts qui sortent de l'au-delà pour venir dire bonjour aux vivants cette nuit-là. Oui, en gros, c'est ça, oui. Sans en toi s'ouvrir cette tache d'or, si tu veux bien transformer ton propre plomb en or, le soleil brille en toi, autant béni tant attendu de la danse de l'aigle et du condor. Couleur à celle de l'arc-en-ciel qui invite tous les peuples de la terre à briller sous le même soleil. Toutes les couleurs de nos nations entre terre et ciel forment un pont du même grand cœur central. S'expansent nos rayons, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, toutes les îles et l'Afrique. Gardien de la terre, gardien de l'air, gardien du feu, gardien de l'eau. Fortes les graines que nous sommes, qui poussent avec courage depuis des sagesses sans âge. Fortes avec un grand F pour le feu de l'esprit, un grand O pour l'eau de vie, un grand air libre comme l'air, un grand T pour la terre et son abondance, un grand E pour les terres et son invisible danse, un grand S pour la sagesse, le serpent cosmique, le serpent à plume de la connaissance, la source intergalactique. Forte avec un grand F pour le feu de l'esprit, un grand O pour l'eau de vie, un grand air libre comme l'air, un grand T pour la terre et son abondance, un grand E pour les terres et sa toile qui s'expanse, un grand S pour la sagesse, le serpent cosmique, le serpent à plume de la connaissance, la source intergalactique. Abre tu corona, ta corona, on est tous, sans exception de tous, on est d'étoiles. Abre tu corona, ta corona, on est tous, sans exception de tous, on est d'étoiles.
dernière partie de cet Au-delà du miroir, toujours sur l'antenne d'IDFM et le 98.fr, idfm98.fr sur l'antenne d'IDFM, donc avec Michel Desailles. Nous sommes en 2022 dans une ambiance globale d'eau qui se répercutera sur les signes d'eau, que ce soit poisson, cancer ou scorpion. Mais restons sur une astrologie mondiale, on va passer sur l'astrologie mondiale. Vous dites que les puissances à l'œuvre à la fin des temps sont lunaires. Est-ce que vous pouvez développer cette idée et après nous dire en même temps, si nous regardons le thème des grands pays de notre monde, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Quand on reprend une astrologie qui est symbolique, et pas l'astrologie classique des horoscopes et l'astrologie un petit peu liée aux traditions ésotériques, hein, on considère qu'à la fin des temps, justement quand c'est la fin des temps, on rentre dans la nuit, dans les ténèbres, dans des choses comme ça, plutôt que la lumière qui est perdue, eh bien ce sont les forces lunaires qui l'emportent. On le voit dans une éclipse totale de soleil, on le voit par, disons, les signes comme le cancer régi par la lune et les signes d'eau. Bon, parce que les signes d'eau sont le fluide eau, si vous voulez, correspond à un monde lunaire. Et la lune étant l'astre de la nuit, est en même temps l'astre de la mort. Hein, parce que tout ce qui est ténèbres, nuit, au-delà, c'est noir, c'est la nuit. Et alors, dans l'astrologie mondiale, eh bien, il y a des pays qui sont solaires, des pays qui sont martiens, des pays qui sont jupitériens, des pays qui sont lunaires. Et les puissances lunaires, ben, elles ont le beau rôle, si vous voulez, dans une période de fin des temps, puisque ça leur correspond. Alors, vous allez dire, et vous aurez bien raison, mais comment on sait qu'une puissance est lunaire ou pas? Eh bien, ça dépend si quand le pays a été créé, ou la république de ce pays, ou la monarchie de ce pays a été créée, qu'on est sous une influence lunaire ou pas. Alors, si vous prenez les États-Unis, pourquoi la qualifie de puissance lunaire? Parce que le 4 juillet 1776, quand il y a eu la déclaration d'indépendance qui fonde les États-Unis, eh bien, il y avait 4 planètes en cancer, et le Soleil, Vénus, Jupiter. Donc, le pays Soleil-Cancer, ben, cancer est lunaire. Et on sait le succès des États-Unis dans le monde depuis 1776. Alors quand on arrive à la fin des temps et que ce pays a déjà 2 siècles où il domine un petit peu le monde, il est bien certain que ça va se terminer avec la fin du cycle. Donc là, les États-Unis sont encore super puissants, bien entendu, commencent à faiblir beaucoup et avoir beaucoup de problèmes internes, hein, comme vous voyez. Hein. Alors si on prend un autre pays lunaire, ben, curieusement la Chine. Pourquoi? Parce que c'est marqué par le cancer, par la lune. Et pourtant, vous dites que la Chine est un pays balance qui a été créé le 1er octobre 1949. Alors attention, il y a plusieurs choses, hein, parce qu'un pays a un signe, un ascendant. Si vous prenez la France, on considère du temps de la monarchie, le pays était qualifié par le lion, parce que le lion symbolisait le roi, la monarchie. La République est plutôt vierge ou balance, parce que on prend comme date le jour de la fondation du pays en question. Et alors la République de Chine, on considère que la Chine en soi, en tant que pays, indépendamment de son régime, est lunaire et cancer. Pourquoi on dit qu'elle est aussi balance? Parce qu'elle a été fondée le 1er octobre, et le 1er octobre, on est dans le signe de la balance. Si vous montez le thème de la Chine, vous regarderez dans ma conférence, je montre le thème à l'écran. On a le soleil en balance, le pays est aussi balance, il est en gros cancer balance. Alors vous allez dire en quoi c'est important? Ben, les signes traditionnels justement d'un monde lumineux, c'est Bélier, Capricorne, et quand vous êtes balance, cancer, vous êtes à l'opposé. Et puis surtout, c'est que vous parlez du Parti communiste chinois qui a été créé, lui, le 1er juillet 1921, donc cancer, et qui est toujours au pouvoir. Oui, voilà. Alors, c'est une curiosité encore en plus. À un moment, vous voyez comment je suis luné, si je peux dire, puisqu'on parle de symbolique lunaire. Et je me suis dit, ben, c'est le Parti communiste chinois qui est toujours au pouvoir depuis qu'il y en a un. À quelle époque il a été créé comme par hasard? Alors, imaginez le hasard. Il a été fondé, lui, sous le signe du cancer. Il faut le faire. Donc, vous voyez bien que tout s'accumule hein, d'un point de vue lunaire. Et le troisième pays important, hein, parce qu'il peut y avoir un petit pays sur la Terre qui est influencé par la Lune aussi, mais il ne rentre pas dans le jeu mondial du combat des grandes puissances. C'est tout l'islam, il est lunaire en son principe. Quoi. Parce que les Gyres, quand il y a eu en 622 les Gyres qui fondent l'islam, eh bien, justement, c'était en juillet, le soleil était en cancer. 19 juillet 622. Voilà, la date, là, sous les yeux. Pareil, ce qu'on fait en astrologie mondiale, c'est qu'on monte le thème avec la position des planètes dans le ciel le jour en question. Eh bien là, on avait une date très précise, hein, 622, le 27 juillet. On monte le thème où étaient les planètes. À cette époque-là, on a bien sûr des tables. Et puis voilà, on dit tiens, c'est cancer aussi, tiens, c'est l'influence de la Lune. Et voyez bien que vous retrouvez dans l'islam la Lune partout.
c'est un calendrier lunaire. Bon, vous avez la Lune sur certains drapeaux des pays d'islam. Alors, qu'est-ce qui joue un rôle très important dans le monde d'aujourd'hui? Les États-Unis, la Chine, les pays de l'islam. Est-ce que c'est un hasard? Et ce ne sont pas les pays, Lion ou Sagittaire qui jouent un rôle très important, parce que dans la fin des temps, tout s'emboîte, si vous voulez, tout correspond. Sinon, la théorie est fausse. C'est-à-dire, si ce n'était pas ces puissances-là qui jouaient un rôle par rapport à une fin des temps, qui est une période de ténèbres, donc lunaire, rien ne s'expliquerait. Donc là, on a encore une preuve. Pour ceux qui ne croient pas à l'astrologie, il n'y aura jamais de preuve de quoi que ce soit. Mais enfin, vous voyez bien qu'il y a une cohérence d'ensemble d'explication de l'évolution des choses. Et bien sûr, ces puissances devraient créer des dégâts considérables dans les années qui viennent, puisqu'elles sont toutes puissantes dans la phase finale du cycle. Ok. Donc on peut croire peut-être encore à quelques attentats, quelques subversions, conflits concernant des pays islam. Donc à la fin des temps, tout retourne à l'eau. Bon, tout se dissout. Cette image me fait penser à la source d'où nous sommes venus. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, en écoutant votre vidéo, je me suis dit que finalement, cette fin des temps, si elle est lunaire et si tout se dissout, c'est comme si on retournait à la source, hein. C'est un peu aussi un retour au point de départ, mais un point de départ qui repartirait, puisqu'on est quand même au chiffre 7, on est à la moitié des cycles du Kali Yuga. C'est inéluctable, donc il faut s'y préparer. Oui, bien sûr, forcément, j'allais dire presque, ça va un petit peu de soi. À la fin, tout ce qui est structuré, organisé, immuable, des choses auxquelles on croit depuis des siècles, des milliers d'années, eh bien, soudain se désagrègent, fondent, disparaissent, on rentre en déliquescence, un peu comme nos sociétés. Elles sont complètement déliquescentes. Au sens propre, elles vont à volo, et comme on est dans une symbolique d'eau, on est symbolique d'eau, c'est quand même pas un hasard que Neptune soit si important dans ces dernières années en étant en poisson, des 14 ans dans le même signe, donc 14 ans en poisson. Alors imaginez, ça donne que cette dissolution, en fait, comme l'eau ronge tout, vous mettez des objets dans l'eau, des poutres, même des objets en fer, et au bout de quelques années, l'eau a tout rongé, tout dissous. Moi j'appelle ça dans mon jargon, c'est mon jargon personnel, c'est la dissolution finale. La dissolution finale, c'est que tout repart à l'eau. Et comme vous dites, alors, à l'origine, il y avait l'eau aussi, mais de l'eau pure, l'eau de l'esprit, etc. À l'origine, puisqu'on dit que la vie humaine a commencé dans des étangs, dans des plans d'eau, par les premiers organismes vivants qui étaient aquatiques, qui a donné naissance à toute l'évolution. Bon, on se dit, on avait le principe d'eau au départ, on a le principe d'eau à la fin. Bon, forcément, c'est une eau régénérante, purifiante, comme l'eau du baptême. Pourquoi on baptise les bébés? Parce qu'ils rentrent dans la vie spirituelle avec une aspersion d'eau bénite, etc. L'eau, c'est la vie. Et puis, à la fin, comme tout se dissout, l'eau, c'est la mort. L'eau peut être ambivalent à un cadavre, tous les chairs et ses composants se dissolvent. Donc, on a bien une symbolique liée à l'eau au début et à la fin, le commencement et la fin, et on voit bien qu'il y a un cycle qui se finit aussi. Et on voit bien aussi que les signes de poisson, c'est le 12e signe dans un zodiaque traditionnel. On commence toujours le zodiaque au signe bélier. 21 mars. Parce que c'est le printemps, c'est l'explosion des forces de la nature, c'est les feuilles qui poussent, c'est le soleil arrive, et on fait le tour du zodiaque, on passe tous les signes, Scorpion, Verseau, et on arrive 12e signe, et ben c'est la fin de l'hiver, c'est février, début mars, c'est les signes des poissons, c'est le 12e signe en astrologie, et c'est un signe mutable d'eau, donc c'est la dissolution. Donc vous voyez, on part d'un impact extrêmement puissant de feu, bélier, pour arriver à une dissolution. Dans la symbolique, c'est imparable comme explication, hein. Vous l'avez là. Oui, on peut arrêter le feu, c'est clair, on peut éteindre le feu, on peut pas arrêter ni le vent ni l'eau. Donc on ne pourra pas arrêter l'eau, on ne pourra pas l'empêcher d'être là. Donc en conclusion, cette année 2022 est une année d'incertitude, de contradiction et d'instabilité. Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cette émission? Quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs, à nos auditrices pour survivre à ce que vous appelez ce tumulte? Oui. Alors forcément, c'est très très important ce genre de choses parce que c'est pas d'étudier l'astrologie pour le plaisir de faire ces études. C'est de dire qu'il y a une incidence pour l'homme, pour nos sociétés. On voit bien comment ça tourne, tout le monde s'inquiète, ça tourne vraiment pas bien. Mais est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que nous sommes perdus? Est-ce que les astres déterminent tout? Pas vraiment. Parce que je rappelle que ce sont des tendances. C'est une orientation que l'on peut
à la rigueur corriger. Alors on peut corriger parce qu'on est déjà conscient que tout ça se passe. Si on ignore tout ce que je viens de vous dire, à quelle mesure vous voulez prendre, hein. Alors ensuite, il ne faut pas confondre le destin global de la planète et de l'humanité avec ses grands aspects mondiaux et les cas individuels. Parce que dans un cas individuel, vous avez un thème personnel et votre thème personnel de naissance peut être bon. Dans ce cas-là, si vous avez des très bons aspects dans votre thème de naissance, vous avez plus de chances de vous en tirer que d'autres qui ont un thème très difficile, hein. Et puis ensuite, je vous le disais au début, les astres donnent des tendances, on peut les corriger, il y a la volonté humaine. Et vous vous rappelez cette histoire de 6 et de la carte de l'amoureux, il y a un choix à faire. Et là, le choix, il est fait par l'homme, par chaque individu. C'est-à-dire, j'ai tel aspect, il se passe ça dans mon pays, ça va de travers là au mois d'avril, mais qu'est-ce que je fais moi en tant que personne? Eh bien, en tant que personne, j'ai décidé que... Alors, je ne vous dis pas que vous allez bouleverser la Terre à vous tout seul et puis d'influencer le cours des astres. Mais à titre individuel, il faut faire tout ce que vous pouvez avec vos propres moyens. Et puis, si tout le monde fait pareil, ben, vous pouvez créer un courant qui modifie un petit peu les perspectives. C'est-à-dire, dans le choix de l'amoureux, ben, vous dites, tiens, je prends le côté sagesse. Bon, est-ce que l'humanité va le faire là en avril, juin, novembre et décembre sont encore des mois assez difficiles. C'est 3 mois de l'année. Ça, je ne sais pas, mais ce que je peux donner comme conseil, c'est dire, tel coup vis-à-vis de tout ce qui se passe, 2, soyez le plus positif possible. 3, aidez-vous les uns les autres entre personnes qui partagent les mêmes convictions. Et les mêmes convictions, c'est de dire, on constate que tout va de travers, quels que soient les messages optimistes donnés, mais c'est toujours le cas, c'est obligatoire par le gouvernement qui a toujours tout gagné, toujours tout bien fait. Et ceux qui sont conscients qu'il faut absolument tout changer, fassent en sorte qu'on amorce ce changement. Et puis encore tout ce qui est études spirituelles, étudier dans le détail tout ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, ça peut être utile. Ouais, ben moi je continue à dire que le maître mot de cette année 2022, c'est l'amour, l'amour de l'amoureux. Alors est-ce que ça sera l'amour de soi-même ou l'amour des autres? Ça serait à voir. Je vous remercie beaucoup, Michel Decelles. Bien sûr, bien sûr. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Decelles Michel, DESEI2LE Michel. Il y a énormément de vidéos sur un tas de sujets qui sont passionnantes à écouter. Vous retrouvez l'intégralité de vos prédictions sur cette chaîne-là, sur les astrologies. Il y a 3 heures à écouter. Je vous remercie beaucoup, Michel. Je suis très très content et Oui. que votre public sera très content. Oui, il va être content. La fameuse gigantesque éclipse de soleil du 11 août 99 était l'une des plus maléfiques qui soit parce que toutes les planètes étaient en aspect négatif ce jour-là. Il faut le faire. D'où le fait qu'on considère 1999 comme un tournant inimaginable dans l'âge de fer, l'entrée dans la dernière période du cycle de l'âge de fer. Et là, donc en 20 avril 2023, vous avez un carré de Pluton à Soleil et Lune. Donc c'est quand même pas fameux parce que Pluton c'est une planète violente, révolutionnaire, destructrice, carré au soleil, voilà, il y a un angle de 90 degrés au soleil, ça sabre ce soleil, et comme le soleil est déjà masqué par la lune, et que Pluton est considéré comme un astre des ténèbres aussi, le pauvre soleil est agressé par 2 astres de la nuit. Donc cette éclipse ne serait pas bonne du tout. Dans la conf, les caractéristiques assez extraordinaires, c'est que ce Pluton-là qui fait ce carré au soleil, c'est le jour où il rentre dans le signe du Verseau. Et donc Pluton est actuellement en Capricorne, bon, il est quasiment 20 ans dans chaque signe. Alors imaginez l'importance quand il change de signe. Et on considère que quand Pluton va rentrer en Verseau, c'est déjà les prémices de l'ère future du Verseau. C'est-à-dire il va remuer, casser, détruire des choses pour faire évoluer plus vite vers l'humanité. Donc on aurait en 23 l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au lieu que ça stagne, que ce soit pataugeant, vaseux, avec des signes mutables, là, on aurait un truc très percutant. Alors c'est très curieux que le jour où il rentre dans le signe du Verseau, il fait un carré au soleil-lune de l'éclipse. Donc en gros, c'est très mauvais signe pour la stabilité du monde, en gros. Hein. Alors, curieusement, cette planète Pluton, qui est quand même un astre de la fin des temps aussi, hein, parce que justement, ça remue, ça détruit, ça bouleverse, ça rend
rentre en Verseau, qu'après il va retourner en Capricorne. Parce que vous allez avoir le phénomène de rétrogradation dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va rester quelque temps en Capricorne et en 2024 va rentrer en Verseau et cette fois définitivement. Donc on est, vous voyez, à une année charnière, donc 2023 c'est aussi une année très tangente, parce qu'il y a du positif, du négatif, c'est pas encore un contexte où on a une voix vraiment décisive et droite pour décider quelque chose, c'est encore une année perturbante. Alors après en 24, mais il y a encore une très très grande éclipse totale de soleil en avril 2024. Enfin pour tous, les petits sauvages, les allumés, les étoilés, les utopistes, les marginaux, les enfants de l'arc-en-ciel, de cristal, les indigos, je sais pas toi mais moi, je sens comme une étrange joie et je crois que ça fait un moment qu'on se prépare et qu'on attend ça. Abre tu corona, ouvre ta corona, qu'on est tous, sans exception tous couronnés d'étoiles. Abre tu corona, ouvre ta corona, qu'on est tous, sans exception tous couronnés d'étoiles.